Eh bien salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Milo, aujourd'hui nouveau concept, nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais tenter de répondre à 6 questions existentielles que tout le monde, ou personne d'ailleurs, se pose. Alors aujourd'hui du coup, comme je l'ai dit, on va répondre à des questions existentielles, et ces questions proviennent en partie d'un sondage que j'ai réalisé sur Instagram, donc si c'est pas déjà fait, allez me suivre là-bas, et comme ça vous pourrez aussi participer aux prochaines vidéos. Et il y a des trucs très cool qui arrivent, donc franchement, n'hésitez pas. Alors du coup, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai fait plein de petites recherches sur les 6 questions existentielles que j'ai sélectionnées. Et donc voilà, j'ai réussi à en expliquer la totalité finalement. Et donc on va voir ça tout de suite. Allez, petit jingle avant et puis c'est parti! Et hop là. Petite transition sympa, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, voilà, on gratte des commentaires comme ça. Bienvenue dans YouTube en 2025. Alors du coup, première question, question très intéressante je trouve, pourquoi le ciel est bleu? Alors forcément, c'est une question existentielle, donc forcément, je pense qu'on s'est déjà à peu près tous posé cette question, pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Et bien en fait c'est assez simple à expliquer, parce qu'en fait c'est juste les particules qui composent du coup le ciel diffusent, c'est-à-dire renvoient dans toutes les directions, majoritairement les composantes bleues et bien du rayonnement solaire. Et c'est donc l'atmosphère qui rend visible les couleurs bleues du rayonnement solaire, donc les rayons du soleil qui arrivent, ils sont pas bleus, hein, c'est juste qu'ils sont toutes les couleurs, et en fait c'est juste l'atmosphère qui vient seulement sélectionner le bleu, et donc on voit que le bleu, parce qu'il n'y a que le bleu qui passe à travers l'atmosphère. Alors le petit schéma que voilà nous explique très bien ça. Donc on peut imaginer que la ligne noire qui est au milieu, c'est la couche du ciel, donc l'atmosphère, et donc on voit bien que le rayonnement solaire contient toutes les couleurs, et que dès que ça touche la ligne, eh bien il n'y a plus que les lumières bleues et violets qui passent. Donc voilà, je trouve ça super intéressant finalement, j'espère que vous aussi vous avez trouvé ça intéressant, et donc je pense que sur ce on va pouvoir passer à la deuxième question existentielle, c'est parti. Alors deuxième question existentielle, question très rapide finalement, et bien tout simplement, pourquoi on rêve? C'est vrai ça, on est là, on dort, et puis tout d'un coup, il y a des images qui se passent dans notre tête, et puis paf, le lendemain matin, bah on a presque tout oublié de ce qui s'est passé. Alors que ça peut sembler très détaillé dans notre tête, pendant qu'on dort. Alors du coup, certains chercheurs dans le domaine du sommeil disent que les rêves seraient un moyen de notre cerveau pour réguler les émotions, et qu'ils nous permettraient de traiter tous nos souvenirs. Après, ça reste évidemment un domaine très incertain, hein. On peut pas analyser aussi simplement ce qu'on voit la nuit dans nos rêves, que par exemple un foie, un pancréas, un estomac, hein. C'est moins visible, c'est même pas du tout visible finalement. Et du coup la petite question que j'ai essayé de répondre surtout, c'est pourquoi est-ce qu'on rêve des trucs complètement improbables? Et bah justement c'est parce que notre cerveau traite nos souvenirs et en fait il les mélange quoi, il les mélange et ça crée un truc complètement loufoque, hein. Par exemple, imaginons la tour Eiffel qui se promène dans l'océan, un truc comme ça au hasard. Et du coup, bah forcément, là, ça part très vite en freestyle et ça part en steak, voilà, complètement. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment rien de très certain, c'est encore des études qui sont en cours, finalement, de recherche. Et donc voilà, je serais heureux de vous partager mes dernières découvertes par rapport à ça. Allez, maintenant, troisième question. Alors cette question rejoint finalement un petit peu la question précédente avec les rêves, parce que quand je vous ai parlé des rêves, je vous ai parlé des émotions, et là justement la question c'est pourquoi est-ce que j'ai des émotions? Alors forcément c'est encore une réponse que je vais vous donner qui est pas ultra certaine, mais j'ai des études qui datent d'ailleurs d'il y a très longtemps finalement. Alors tout d'abord on peut dire que tu as des émotions parce que ton cerveau utilise cela pour te guider, te protéger et créer des liens avec d'autres personnes. Donc selon Darwin en 1972, dans une recherche qu'il a menée, The Expression of Emotions in Man and Animals, les émotions ont été sélectionnées dans l'évolution parce qu'elles augmentent nos chances de survie, notamment avec la peur, qui te fait fuir un danger en genre 0,5 secondes, la colère qui te prépare au combat, le dégoût qui t'empêche de manger du poison, ou encore la joie qui favorise la coopération. Car évidemment, vivre en groupe, eh bien ça favorise la survie, tout simplement. Il y a l'étude Dunbar qui a été menée en 2016 et qui a prouvé que la joie sociale, donc le rire, eh bien elles augmentaient les endorphines et amélioraient la cohésion de groupe. Alors ça je trouve ça vraiment intéressant, ça veut dire que plus tu rigoles, plus finalement tu vas t'intégrer dans un groupe et c'est génial, c'est totalement génial en fait. Évidemment on a des émotions aussi parce qu'on n'est pas des robots, voilà. Elles nous permettent de savoir prendre les bonnes décisions alors que les robots, bah eux, ils font ce qu'on leur demande de faire. C'est aussi simple que ça. Et on peut se dire
Ah, ça, c'est une mauvaise idée, ça. Hein. Même ChatGPT, quand vous lui expliquez une idée, en fait, lui, il va juste générer des choses, mais il va pas penser directement. Alors, c'est très important aussi de savoir ça, c'est que les IA qu'on a aujourd'hui, c'est pas vraiment de l'intelligence, hein. Quand on dit intelligence artificielle, c'est pas de l'intelligence, parce qu'elles ne sont pas capables de prendre conscience d'elles-mêmes. Donc ça, c'est très important aussi, de faire la différence entre une vraie intelligence artificielle et ce qu'on appelle les chatbots aujourd'hui. Allez, c'est la fin de cette troisième question existentielle, et maintenant, on passe à la quatrième question existentielle. À quoi pensent les animaux? Alors c'est assez drôle, parce que tous ceux qui ont eu des animaux, ou qui en ont vu même tout simplement, faut l'avouer, on s'est toujours demandé à quoi tu penses? À quoi tu penses là quand tu me regardes comme ça là? Ou à quoi tu penses quand tu regardes dehors, quand tu regardes... À quoi tu penses tout simplement? Alors tout d'abord, nous savons que les animaux ont la capacité de réfléchir parce que leur comportement est trop sophistiqué pour n'être qu'instinctif. Il n'y a pas que des modes d'emploi préprogrammés dans chaque animal, chaque animal en fait est capable de réfléchir, d'avoir une forme de réflexion dans leur cerveau, petit ou grand, hein, je sais pas, ça dépend de quel animal, hein. Si on prend, imaginons un lapin, c'est un tout petit cerveau, et pourtant, moi je peux vous le dire, en ayant un, waouh, ça réfléchit dur, hein. Après, tout dépend de l'animal, hein. Par exemple, un perroquet, ça a une intelligence, entre guillemets, d'un enfant de 3 à 5 ans, quoi. Et c'est sûr que si on compare une poule ou un poisson avec, par exemple, un chat ou un chimpanzé, ce sera pas la même chose, hein, évidemment. Alors je vous ai dit plutôt que leur comportement n'était sûrement pas qu'instinctif, mais leur comportement est souvent lié eh bien, à leurs besoins essentiels, comme par exemple la nourriture, la sécurité, la reproduction, le repérage du territoire ou encore les relations sociales. Tout ça, ça a été prouvé par les travaux de Tinbergen en 1951. Ce monsieur qui est un pionnier dans l'éthologie, je vous mettrai juste ici ce qu'est l'éthologie, parce que je vous avoue que je sais même pas ce que c'est. Eh bien, son étude prouve que les comportements des animaux sont liés à des mécanismes liés à la survie. Ensuite, on a Panksepp en 1998 qui identifie les systèmes émotionnels de base chez les mammifères. L'étude de Bekoff en 2007 qui prouve que les animaux ont des émotions complexes, par exemple de la jalousie ou encore de la tristesse, ou encore Horowitz en 2009 qui prouve que les chiens sont conscients de leurs propres actions. Ça, c'est complètement fou. Mais bon, en même temps, quand on voit un chien, comment il obéit, on comprend en fait qu'il maîtrise ses actions. On a aussi l'étude sur les corbeaux de Clayton et Dickinson en 1998 qui montre que les corbeaux se souviennent de quoi, où et quand, ce qui présente une forme de mémoire chez ces animaux-là. Et surtout, certains animaux ont conscience d'eux-mêmes, et ça c'est super intéressant. Par exemple, on a eu le test du miroir de Gallup en 1970, c'est-à-dire qu'il a mis des animaux face à leur propre reflet, et il a observé que y a certains animaux qui réussissaient à se reconnaître eux-mêmes, comme par exemple les grands singes, les dauphins, les orques, les éléphants, les pieuvres, ou encore quelques oiseaux comme les pies par exemple. Donc voilà, c'est la fin de cette question existentielle, on peut passer directement à l'avant-dernière, qui est la 5e question existentielle, et que je trouve, alors, intéressante. Vous allez comprendre. Alors du coup, 5e question existentielle, comment 2 personnes ont créé 8 milliards de personnes? Alors d'abord, il faut bien avoir conscience que aucune étude a prouvé scientifiquement que tout le monde descendait de seulement 2 personnes. Cette idée-là vient surtout des récits religieux avec, par exemple, Adam et Ève, et par contre ne proviennent pas du tout de la biologie moderne. Et d'ailleurs, la science, elle dit plutôt ça, que finalement, l'humanité ne vient pas d'un couple, mais plutôt d'une population entière, c'est-à-dire environ 10 000 individus, mais jamais d'un seul couple. On a par exemple l'étude de Hauck et al. En 2000, qui est une analyse génétique montrant que la population n'a jamais été inférieure à quelques milliers. Après, on a aussi l'étude On a aussi l'étude du coup de Takahata en 1993 qui a une telle diversité génétique à travers tous les individus que ça ne peut pas être seulement descendant de 2 personnes ou d'un couple fondateur. Et ensuite, on a l'étude de CF Science en 2010 qui s'appelle le projet 1000 génomes et qui confirme qu'il y avait une ancienne population d'environ 10 000 humains reproducteurs. Ensuite, du coup, de comment on est passé de quelques milliers à finalement 8 milliards, c'est quand même astronomique, hein. Je pense qu'on se rend pas assez compte de 8 milliards. D'ailleurs, j'en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo de la différence entre 1 million et 1 milliard parce que c'est vraiment très intéressant et je pense qu'on se rend pas assez compte. Mais bref, du coup, pour plus tard. On a ensuite eu du coup l'évolution agricole à environ moins 10 000 ans, ce qui permettait d'avoir beaucoup plus de nourriture et que ça permettait également la sédentarisation, voilà, c'est-à-dire de s'installer à un seul endroit et d'y rester plusieurs mois, plusieurs années, parce qu'avant les hommes ils faisaient que se déplacer et du coup ça a permis aux hommes préhistoriques de rester à un seul endroit sans avoir à bouger toutes les semaines. Et ça a aussi du coup permis d'avoir un taux de survie qui était beaucoup plus grand, parce que forcément il y avait moins de famine, moins de tout ça, etc. Après on a bien évidemment eu quelques révolutions entre moins 10 000 et 1800, mais vers 1800 on a eu une amélioration et une révolution au niveau de la médecine qui
permettait notamment d'avoir des vaccins, des antibiotiques, une augmentation de l'hygiène considérable, et qui a ensuite fait suivre une baisse de la mortalité infantile et une augmentation de l'espérance de vie donc d'environ 30 ans à environ 72 ans. Donc les résultats de ça, c'est qu'on était environ 1 milliard en 1800, et aujourd'hui donc, en 2022, on est 8 milliards. C'est astronomique, voilà, je me rends même pas compte, 8 milliards, c'est impressionnant. Donc voilà, en résumé, on ne descend pas de 2 personnes, mais plutôt d'une population d'environ 10 000. Et ensuite, grâce aux révolutions comme l'agriculture ou l'évolution en médecine, eh bien on a réussi à passer à 8 milliards très facilement. Enfin facilement, ça a été long quand même, hein. Parce qu'après, il y a aussi eu les histoires de baby boom, tout ça. Mais voilà, c'est assez spécifique, et puis voilà, c'est grosso modo, c'est pour ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà, moi j'ai fait une petite recherche. Est-ce que vous avez fait des recherches? Non, vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Allez, bisous. Ensuite, du coup, dernière question. Pourquoi tu t'appelles Milo? Alors pour avoir la réponse de ça, je vous donne le rendez-vous le 29 août 2026 pour la première FAQ de la chaîne, les 1 an. Voilà, c'était la dernière question qui, du coup, n'a pas eu de réponse. Mais voilà, le 29 août 2026, je compte sur vous. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris des choses. En tout cas, moi j'en ai appris. Voilà, j'espère que ça vous servira peut-être ou pas. C'est des questions un peu existentielles, hein, comme le titre l'annonce d'ailleurs. Hein. De toute façon, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo pour rien. Donc voilà, c'était Milo, à la prochaine vidéo. À plus. J'ai encore fait me casser la gueule. Vraiment, comme à chaque fin de vidéo, c'est...